Imagine que tu te trouves dehors, par une nuit très noire, loin de toute ville et de toute lumière, la tête renversée vers le ciel. Au-dessus de toi s'étend la grande arche laiteuse de notre galaxie, cette traînée pâle que les anciens appelaient un chemin de l'air répandu dans le ciel, et qui n'est rien d'autre que la lumière mêlée de centaines de milliards d'étoiles, notre propre demeure vue de l'intérieur. Et si tu savais exactement en regarder, dans une certaine région du ciel, tu distinguerais une autre chose, bien plus discrète, presque timide. Une petite tache floue, allongée, à peine plus lumineuse que le fond de la nuit, une lueur si faible que le regard glisse dessus sans s'arrêter. La plupart des gens ne l'ont jamais remarquée. Elle ressemble à un souffle de brume, à un doigt de buée sur la vitre du ciel. Et pourtant, cette petite tache pâle est l'objet le plus lointain que l'œil humain puisse voir sans instrument, et c'est vers elle que je veux conduire cette nuit, car elle recèle une histoire qui dépasse tout ce que l'imagination ordinaire peut concevoir. Cette tache floue porte un nom, celui d'une figure de la mythologie ancienne, Andromède. Et ce que tu prends pour un simple flocon de lumière est en réalité une galaxie tout entière, une immense cité d'étoiles, sœur de la nôtre, tournoyant dans le vide comme un disque de feux innombrables. Là où ton œil ne perçoit qu'une pâleur indistincte, il y a en vérité un rassemblement de peut-être 1000 milliards d'étoiles, davantage encore que n'en compte notre propre Voie lactée. 1 million de soleils, chacun pouvant abriter ses mondes, ses planètes, ses lunes, tournant dans une lente ronde majestueuse autour d'un centre commun. Tout cela, cette foule inconcevable de mondes, se résume pour ton regard à une petite écharpe de brume dans la nuit. Et si elle te paraît si menue, si effacée, c'est à cause de la distance, une distance telle que les mots ordinaires perdent leur sens quand on tente de la dire. Car cette galaxie voisine, la plus proche de nous parmi les grandes, se tient à environ 2,5 millions d'années-lumière. Prends un instant pour peser ce que cela veut dire. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année entière, en filant à 300 000 km à chaque seconde, sans jamais ralentir. En une seule seconde, un rayon de lumière fait 7 fois le tour de la Terre. Et il lui faut 2,5 millions d'années pour nous parvenir depuis Andromède. Cela signifie que la lueur pâle qui frappe ton œil cette nuit a quitté cette galaxie il y a 2,5 millions d'années, bien avant que les premiers hommes véritables ne foulent la Terre, à une époque où nos ancêtres lointains taillaient à peine leurs premières pierres. Cette lumière a voyagé sans repos, à travers le vide noir, pendant tout ce temps immense, pour venir mourir sur ta rétine, cette nuit, au bord d'un chemin obscur. Quand tu regardes Andromède, tu ne la vois pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était il y a des millions d'années. Tu regardes, littéralement, dans le passé le plus reculé. Voilà donc ce qu'est cette petite tache. Une galaxie géante, distante de plus de 2 millions d'années-lumière, dont la lumière nous arrive vieille de plusieurs millions d'années. Rien, dans son apparence tranquille, ne trahit le moindre mouvement. Elle semble posée là pour l'éternité, immobile parmi les étoiles fixes, une décoration paisible du ciel nocturne. Et c'est ici que commence la partie stupéfiante de notre histoire, celle qui va renverser cette impression de calme. Car cette galaxie n'est pas immobile. Elle bouge. Elle se déplace dans le vide. Et le sens de son déplacement n'est pas indifférent, ni quelconque. Andromède se dirige vers nous. Elle s'approche de notre Voie lactée, sans relâche, elle réduit à chaque instant la distance qui nous sépare, et elle le fait à une vitesse prodigieuse, de l'ordre de 110 km à chaque seconde. Arrête-toi sur ce chiffre, car il a de quoi confondre l'esprit. 110 km par seconde. Le temps que tu prononces le mot seconde, cette galaxie tout entière, avec ses 1000 milliards d'étoiles, s'est rapprochée de nous de 110 km, davantage que la distance qui sépare deux villes voisines. En 1 minute, elle a franchi des milliers de kilomètres vers nous. En 1 heure, des centaines de milliers. Une masse inconcevable de monde, un continent de feu grand comme rien de ce que tu peux imaginer, se rue dans notre direction à une allure qui pulvériserait tout ce que la main de l'homme a jamais lancé. Et pourtant, quand tu la regardes, elle paraît absolument fixe, absolument tranquille. Il n'y a, dans cette petite lueur, aucun frémissement, aucun signe de cette course effrénée. Tu contemples un objet lancé vers toi à 110 km par seconde, et tu ne ressens rien, tu ne devines rien. Tout, dans ton expérience, te dit que le ciel est immobile. Et tout, dans la réalité, dit le contraire. Tu te demandes peut-être comment nous pouvons savoir une chose pareille.
comment nous osons affirmer qu'une tache floue, à des millions d'années-lumière, se précipite vers nous? La réponse tient dans une propriété merveilleuse de la lumière, une propriété que tu connais déjà sans le savoir, car elle se manifeste aussi dans le son. Tu as sûrement remarqué qu'une sirène de véhicule change de note selon qu'elle vient vers toi ou qu'elle s'éloigne. Quand la source du son approche, la note te paraît plus aiguë, et quand elle s'éloigne, la note devient plus grave. C'est que le mouvement de la source comprime ou étire les ondes qui te parviennent. On appelle cela l'effet Doppler, du nom du savant qui l'a décrit. Or la lumière est aussi une onde, et elle obéit à la même règle. Quand une source lumineuse s'approche de nous, sa lumière se trouve comme comprimée, décalée vers le bleu, vers les teintes plus serrées du spectre. Et quand elle s'éloigne, sa lumière s'étire, se décale vers le rouge, vers les teintes plus étalées. En analysant avec soin la lumière d'Andromède, en la décomposant comme on déploie un arc-en-ciel pour en lire les couleurs, les astronomes ont découvert, au début du XXe siècle déjà, que cette lumière était décalée vers le bleu. Décalée vers le bleu, c'est-à-dire comprimée, c'est-à-dire le signe d'un objet qui s'approche. La lumière d'Andromède nous crie, dans le langage muet des couleurs, qu'elle vient vers nous. Et l'ampleur de ce décalage nous dit à quelle vitesse, ces fameux 110 km par seconde. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas une rêverie de savant. C'est écrit dans sa lumière même, dans le déplacement de ses couleurs, aussi sûrement qu'une note plus aiguë t'annonce une sirène qui fonce vers toi. La galaxie s'approche, sa lumière le proclame, et il n'y a pas moyen d'en douter. Il y a, dans cette approche, quelque chose de plus étonnant encore, quand on connaît le reste de l'univers. Car la règle générale du cosmos, celle qu'on observe presque partout où l'on regarde, c'est l'éloignement. L'univers est en expansion, il se dilate, et cette dilatation entraîne les galaxies les unes loin des autres, comme des points dessinés sur un ballon qu'on gonfle et qui s'écartent tous à mesure que la surface s'étend. Presque toutes les galaxies lointaines que nous observons s'éloignent de nous, leur lumière décalée vers le rouge, emportée par ce grand mouvement d'écartement universel. Andromède, elle, fait exception. Elle ne s'éloigne pas, elle se rapproche. Et si elle échappe ainsi à la loi commune, c'est que la gravité, cette force qui attire les masses les unes vers les autres, l'a emportée ici sur l'expansion. Andromède et notre Voie lactée sont assez proches, et assez massives, pour que leur attraction mutuelle vainque le mouvement d'écartement du cosmos. Elles sont liées l'une à l'autre par un lien de gravité, comme deux danseurs qui, au milieu d'une foule qui se disperse, se tiendraient par la main et se rapprocheraient l'un de l'autre. L'univers tout entier les éloignerait, mais leur propre poids les rapproche. Et ce rapprochement a une conséquence inéluctable, une conséquence que les astronomes ont calculée et qui donne le vertige. Si Andromède vient vers nous, et notre Voie lactée vers elle, un jour viendra où elles se rencontreront. Un jour viendra où ces deux galaxies géantes, ces deux continents d'étoiles, se percuteront, se traverseront, se mêleront. Ce n'est pas une possibilité vague, une hypothèse parmi d'autres. C'est, selon les meilleures connaissances actuelles, le destin le plus probable de notre galaxie. La Voie lactée, ta galaxie, celle qui abrite le Soleil, la Terre, et tout ce que tu as jamais connu, est engagée dans une collision au ralenti avec sa grande voisine. Une collision de galaxies. Deux villes stellaires de plusieurs centaines de milliards d'étoiles chacune, lancées l'une contre l'autre. Et cela se produira, selon les estimations les plus répandues, dans environ 4 à 4 milliards et demi d'années. Laisse ce nombre se déposer un instant, car il ouvre une porte sur des durées si vastes qu'elles échappent à toute intuition ordinaire. 4 milliards et demi d'années. Pour te donner une mesure, sache que c'est à peu près l'âge de la Terre elle-même. Notre planète s'est formée il y a environ 4 milliards et demi d'années. Ainsi, la collision qui vient est aussi éloignée dans le futur que la naissance de la Terre l'est dans le passé. Tout ce qui s'est produit depuis que notre monde existe, la lente formation des océans, l'apparition de la vie dans les eaux primitives, la longue patience des premières cellules, l'invention de la respiration, la conquête des continents, la ronde des airs, les forêts, les dinosaures, les glaciations, l'éveil de la pensée, toute cette immense histoire, il faudrait la répéter une fois encore, du début à la fin, avant que les deux galaxies ne se touchent. Voilà la distance dans le temps qui nous sépare de cet événement. Une seconde histoire du monde entier, refaite d'un bout à l'autre, avant la rencontre. Mais je dois maintenant m'arrêter,
et te dire une chose importante, car je te dois l'honnêteté, et parce que la science véritable est celle qui connaît la mesure de sa propre certitude. Ce scénario que je viens de te décrire, cette collision annoncée pour dans 4 milliards et demi d'années, a longtemps été présentée comme une quasi-certitude. Mais il faut savoir qu'une galaxie ne se déplace pas seulement en s'approchant ou en s'éloignant, elle peut aussi filer de côté, dériver latéralement, comme une balle qui passerait à côté de toi plutôt que de te frapper de plein fouet. Or ce mouvement de côté, ce déplacement transversal, est bien plus difficile à mesurer que l'approche, car il ne se lie pas dans le simple décalage des couleurs. Il faut, pour le saisir, observer la galaxie avec une patience extrême, sur de longues durées, et guetter son infime glissement contre le fond du ciel. Et des observations récentes, menées grâce à des instruments d'une précision inouïe, ont apporté sur ce point une nuance qui change en partie le tableau. Un satellite d'observation d'une exactitude sans précédent, chargé de mesurer la position et le mouvement de plus d'1 milliard d'étoiles, a permis d'affiner ce que l'on savait du déplacement latéral d'Andromède. Et ces mesures plus fines ont introduit une incertitude là où l'on croyait avoir une réponse claire. Selon certaines analyses les plus récentes, la collision frontale ne serait plus tout à fait certaine, ni dans son calendrier exact, ni même dans le fait qu'elle se produise vraiment comme on l'imaginait. Il se pourrait que les deux galaxies se frôlent d'abord, se manquent de peu lors d'un premier passage, avant de revenir l'une vers l'autre bien plus tard. Il se pourrait aussi que la fusion prenne davantage de temps qu'on ne le pensait, ou qu'elle demeure, à l'échelle des prochains milliards d'années, une possibilité forte plutôt qu'une certitude absolue. Retiens donc bien ceci, car c'est la vérité honnête de notre savoir présent. La collision avec Andromède reste le scénario le plus probable, celui vers lequel penchent la plupart des indices, mais elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est un avenir vraisemblable, non un décret irrévocable. Et il y a une grandeur dans cette prudence, car elle montre que la science ne cesse d'affiner son regard, et qu'elle préfère l'exactitude modeste à la certitude flatteuse. Cela dit, gardons pour cette nuit le scénario le plus étudié, celui de la rencontre, car c'est lui qui recèle les merveilles que je veux te faire découvrir, et qui demeure, à tout prendre, l'avenir le plus probable de notre galaxie. Imaginons donc que les deux géantes se rejoignent bel et bien, dans quelques 4 milliards et demi d'années. Que se passe-t-il, alors, quand deux galaxies entrent en collision? Ton esprit, spontanément, dresse un tableau de catastrophe. Un choc effroyable, des étoiles qui se percutent par millions, des explosions en chaîne, un cataclysme de feu où tout se brise et s'embrase. C'est ainsi qu'on se figure une collision, à l'image des chocs de notre expérience, quand deux objets pleins se heurtent et se fracassent. Et c'est ici que se trouve la plus belle surprise de toute cette histoire, celle que je tenais à t'offrir cette nuit, car la réalité est presque à l'opposé de cette vision terrifiante. Quand deux galaxies se percutent, il ne se produit, selon toute vraisemblance, presque aucune collision d'étoiles. Aucune. Ou si peu que cela ne compte pour rien. Comment une telle chose est-elle possible? Comment deux villes de centaines de milliards d'étoiles peuvent-elles se traverser sans que leurs astres se heurtent? La réponse tient dans une vérité que l'on oublie toujours, tant elle contredit l'apparence du ciel étoilé. Une galaxie, malgré ses foules d'étoiles, est surtout faite de vide. De vide immense. Les étoiles y sont incroyablement dispersées, séparées par des distances si vastes que, comparées à ces écarts, les étoiles elles-mêmes ne sont que des poussières perdues. Nous voyons le ciel constellé de points serrés, et nous imaginons les étoiles proches les unes des autres, comme des lumières dans une ville dense. Mais cette impression est une illusion de la perspective. En vérité, entre une étoile et sa voisine, il y a des océans de vide où l'on pourrait naviguer pendant des années-lumière sans rien rencontrer. Laisse-moi te faire sentir cette dispersion par une image, car les chiffres seuls glissent sur l'esprit. Prends notre Soleil, cette boule de feu colossale, plus d'1 million de fois plus grosse que la Terre en volume. Réduis-le, par la pensée, à la taille d'un simple grain de sable, un tout petit grain que tu tiendrais entre deux doigts. À cette échelle, où le Soleil n'est plus qu'un grain de sable, sais-tu où se trouverait l'étoile la plus proche de nous? Elle ne serait pas dans la même pièce, ni dans la même rue, ni même dans la même ville. Elle serait d'un autre grain de sable, situé à des dizaines de kilomètres de distance. Deux grains de sable, séparés par des dizaines de kilomètres de vide absolu, et rien entre eux. Voilà ce qu'est une galaxie, à l'échelle des choses, non pas une foule serrée,
mais une poignée de grains de poussière éparpillés dans une étendue démesurée. Les étoiles ne sont pas des voisines pressées les unes contre les autres. Ce sont des solitaires, isolées dans des gouffres de vide, distantes les unes des autres comme des grains de sable à travers un continent. Comprends alors ce qui se passe quand deux galaxies se traversent. Ce n'est pas le choc de deux murs pleins, mais l'interpénétration de deux nuages incroyablement dilués, de deux essaims dont les membres sont si écartés qu'ils se croisent presque toujours sans se toucher. Imagine deux nuées d'oiseaux, deux vols immenses lancés l'un vers l'autre dans le ciel. Les deux nuées se mêlent, se traversent, chaque oiseau passe entre les oiseaux de l'autre nuée, et pourtant les collisions sont rarissimes, tant l'air entre eux est vaste. Il en va de même, mais de façon bien plus extrême encore, pour les étoiles de deux galaxies qui se percutent. Elles se croisent, elles se glissent les unes entre les autres, elles passent dans les intervalles béants qui les séparent, et il est presque certain qu'aucune étoile de la Voie lactée ne heurtera aucune étoile d'Andromède. Les deux galaxies se traverseront comme deux fantômes, deux spectres de lumière qui se pénètrent sans se briser. Ce que ton imagination peignait comme un fracas apocalyptique sera, pour les étoiles elles-mêmes, une traversée presque paisible, un passage à travers le vide de l'autre. Cela ne veut pas dire que rien ne se produit, car quelque chose, tout de même, entre en jeu, et se heurte et s'embrase. Ce ne sont pas les étoiles, mais ce qui flotte entre elles. Car dans une galaxie, il n'y a pas seulement des étoiles et du vide, il y a aussi, répandus dans les grands espaces, de vastes nuages de gaz, des étendues ténues d'hydrogène et de poussière, invisibles à l'œil nu mais bien réels, d'où naissent d'ailleurs les étoiles nouvelles. Et ces nuages de gaz, eux, sont bien plus étendus que les étoiles, bien plus difficiles à éviter. Quand deux galaxies se traversent, leurs nuages de gaz, eux, se rencontrent, se compriment, se heurtent de plein fouet. Et cette compression brutale a un effet magnifique, elle allume des étoiles. Le gaz comprimé s'effondre sous son propre poids en d'innombrables points, et de ces effondrements naissent des soleils tout neufs, par multitudes. Une collision de galaxies n'est donc pas une œuvre de destruction, mais aussi, en un sens, une œuvre de création. Elle déclenche un vaste embrasement de naissances stellaires, un feu d'artifice de jeunes étoiles qui s'allument par la rencontre des gaz. Là où tu voyais une catastrophe, il y a aussi un printemps d'étoiles. Et pendant que les gaz s'embrasent et enfantent des soleils, une autre force, silencieuse et souveraine, remodèle entièrement la forme des deux galaxies, la gravité. Car si les étoiles ne se heurtent pas, elles ressentent en revanche l'attraction de toute la masse qui les entoure, et cette attraction, pendant la rencontre, devient chaotique, tiraillée, bouleversée. Les deux galaxies, en se traversant, se déforment l'une l'autre par leur gravité mutuelle. Leurs beaux disques en spirale, si ordonnés, si gracieux, se tordent, s'étirent, se disloquent. De longues traînées d'étoiles sont arrachées et projetées dans le vide, formant des queues immenses, des ponts de lumière tendus entre les deux galaxies en train de se mêler. Les astronomes ont observé, dans les profondeurs du ciel, de nombreuses galaxies prises en flagrant délit de collision, figées par la distance dans une pause éternelle, et l'on y voit ces formes torturées, ces bras déployés, ces filaments d'étoiles étirés sur des milliers d'années-lumière, comme des chevelures dans le vent. C'est ce spectacle-là qui attend notre Voie lactée et Andromède, une lente déformation mutuelle, une danse de gravité qui défera peu à peu leur belle spirale. Car il ne s'agira pas d'un unique passage, d'un seul et bref croisement, après quoi tout serait fini. La rencontre sera une longue affaire, étalée sur une durée qui, elle aussi, dépasse l'entendement. Les deux galaxies vont d'abord se traverser une première fois, emportées par leur élan, puis s'écarter à nouveau de l'autre côté, comme deux pendules qui se croisent et remontent chacun de son côté. Mais la gravité, tenace, les rappellera l'une vers l'autre. Elles reviendront, se traverseront encore, se dépasseront, reviendront de nouveau. À chaque passage, elles perdront un peu de leur élan, s'enlaceront un peu plus, se rapprocheront davantage. Ce ballet de va-et-vient durera peut-être 1 ou 2 milliards d'années supplémentaires, un lent enroulement où les deux galaxies, à force de se traverser et de se rappeler, finiront par ne plus pouvoir se séparer et se fondront en une seule. Songe à cette patience cosmique, une danse d'approche et de retrait qui dure plus longtemps que tout ce que l'esprit peut embrasser, jusqu'à ce que deux deviennent un. Et de cette fusion prolongée naîtra une galaxie nouvelle, différente des deux qui l'auront engendrée. Nos deux belles spirales,
avec leurs bras enroulés et leurs disques plats où les étoiles tournent en bon ordre, ne survivront pas à la rencontre. Le grand brassage de gravité aura dispersé cet ordre, mêlé les orbites, jeté les étoiles dans toutes les directions. La galaxie qui en résultera ne sera plus un disque en spirale, mais une masse plus ronde, plus diffuse, où les étoiles tournent en tous sens en plan privilégié, comme un essaim d'abeilles autour d'une ruche. On appelle une telle galaxie une galaxie elliptique, du nom de sa forme ovale, sans bras, sans structure apparente, une boule douce et lumineuse d'étoiles vieillissantes. La Voie lactée et Andromède, en se mariant, cesseront d'être deux spirales pour devenir une seule elliptique. Et les astronomes, avec un brin de tendresse et d'humour, ont déjà donné un nom à cet enfant à venir, à cette galaxie qui n'existe pas encore et n'existera que dans des milliards d'années. Ils l'ont surnommée Lactomède, en mêlant le lait de notre Voie lactée au nom d'Andromède, et certains l'appellent aussi, dans la langue anglaise, Milkomeda. Un nom pour une galaxie qui n'est pas née, forgée à partir des deux mondes qui la formeront. Mais peut-être te demandes-tu, au milieu de cette fresque, ce qu'il adviendra de nous. De notre Soleil, de la petite planète où toute notre histoire s'est jouée. Quel sort attend le Soleil dans ce grand bouleversement? Voici ce que les calculs suggèrent, et c'est de nouveau une surprise, presque un soulagement. Le Soleil, comme toutes les étoiles, ne sera très probablement pas détruit, ni heurté, ni brisé. Il traversera la tempête galactique comme les autres étoiles la traverseront, glissant à travers le vide sans rien percuter. Mais sa place dans la galaxie, son orbite, sera sans doute bouleversée. Aujourd'hui, le Soleil tourne bien sagement autour du centre de la Voie lactée, à une certaine distance, dans un des bras de la spirale. Après la fusion, cet ordre aura disparu, et le Soleil se retrouvera peut-être projeté sur une orbite tout autre, sans doute plus lointaine du centre, emporté peut-être dans l'une de ces longues queues d'étoiles arrachées à la galaxie. Il pourrait aussi, au contraire, être précipité vers des régions plus centrales. Nul ne peut le dire avec certitude, car ces trajectoires dépendent d'une multitude de hasards infimes. Mais ce qui est probable, c'est que le Soleil sera déplacé, réinstallé ailleurs dans la galaxie nouvelle, sur un chemin différent de celui qu'il suit depuis sa naissance. Et le plus remarquable, dans tout cela, c'est que ce grand déménagement galactique se ferait, pour un habitant du système solaire, sans presque aucune violence perceptible. Puisqu'aucune étoile ne viendra heurter le Soleil, puisque les distances resteront énormes, le système solaire, avec ses planètes, pourrait traverser toute cette collision de galaxies sans être disloqué, sans que ces mondes soient arrachés. La Terre, si elle existait encore, ne ressentirait aucun choc, aucun fracas. Le ciel nocturne changerait de visage, très en douceur, sur des durées inconcevables, mais aucun cataclysme soudain ne s'abattrait. Voilà l'étrange grandeur de ces échelles cosmiques. Une collision de titans, un mariage de deux galaxies géantes, se vivrait, de l'intérieur, comme un changement presque imperceptible du décor, une lente transformation du ciel étalée sur des millions et des milliards d'années, sans le moindre choc ressenti. Ce qui, vu de loin, est une catastrophe grandiose, serait, vu de près, une paisible métamorphose. Il faut toutefois que je nuance ce tableau, par souci de vérité, car il y a une ombre au tableau, mais une ombre qui n'a rien à voir avec la collision. Le moment de cette rencontre, dans 4 à 5 milliards d'années, tombe à peu près à l'époque où le Soleil lui-même approchera de la fin de sa vie. Notre étoile n'est pas éternelle, elle brûle son combustible depuis 4 milliards et demi d'années, et il lui en reste à peu près autant devant à l'avant qu'elle ne se transforme, en gonflant, en une étoile immense et rougeoyante qui bouleversera tout son voisinage. Bien avant même cette transformation, la chaleur du Soleil, en croissant sans cesse, aura sans doute rendu la Terre inhabitable, peut-être dans un futur bien plus proche encore. Ainsi, quand les deux galaxies se rencontreront, il est probable qu'il n'y aura plus, sur notre Terre, aucun regard humain pour lever les yeux vers le ciel. Personne, très vraisemblablement, ne verra depuis notre monde le grand spectacle d'Andromède emplissant la nuit. Cette pensée a sa mélancolie, mais aussi sa douceur, car elle nous rappelle que nous vivons dans un instant privilégié, un bref moment où la Terre est habitable et où le ciel est encore celui que nous connaissons. Et pourtant, imaginons, par la seule grâce de la pensée, qu'un observateur puisse assister à toute cette histoire, depuis un monde qui traverserait ces milliards d'années. Que verrait-il, en levant les yeux, au fil des airs? Il verrait d'abord,
Comme nous, la petite tache pâle d'Andromède, discrète et lointaine, à peine visible. Puis, siècle après siècle, âge après âge, cette tache grandirait dans le ciel, imperceptiblement, à mesure que la galaxie s'approcherait. En des millions d'années, elle cesserait d'être un flocon flou pour devenir une forme distincte, un disque de lumière de plus en plus large, jusqu'à s'étaler sur une large portion du ciel, immense et magnifique, une seconde voie lactée qui viendrait rejoindre la première. Le ciel de ces nuits futures serait d'une splendeur inimaginable, avec deux grandes galaxies déployées de part et d'autre, leurs bras entremêlés. Puis viendrait le temps du brassage, quand les deux se traverseraient. Le ciel s'embraserait des feux de milliards d'étoiles nouvelles, allumées par la rencontre des gaz, un embrasement de jeunes soleils bleus illuminant la nuit. Et enfin, après le long balai des passages, le ciel se calmerait, les formes s'apaiseraient, et resterait la lueur douce et diffuse de la galaxie elliptique nouvelle, un lot tranquille d'étoiles vieillissantes, tout ce qui subsisterait de nos deux spirales défuntes. Voilà le grand diaporama du temps profond, cette suite de tableaux qui s'étalent sur des durées face auxquelles une vie humaine n'est qu'une étincelle, un battement de cils. Et c'est ici, je crois, que réside la leçon la plus douce de cette histoire, celle qui donne son titre à notre veillée. Tout ce prodigieux mouvement, cette course d'une galaxie vers la nôtre à 110 km par seconde, ce grand rapprochement inexorable, cette collision qui vient, tu ne le sens pas. Tu ne le sens en aucune façon. Tu lèves les yeux vers le ciel et il te paraît fixe, éternel, immuable. Les étoiles semblent clouées à leur place, la petite tache d'Andromède posée là depuis toujours. Rien, dans ton expérience, ne te souffle que tout cela glisse, avance, se précipite. Et pourtant, à chaque seconde de ta vie, sans que tu en ressentes le moindre frisson, ta galaxie et sa voisine se rapprochent l'une de l'autre de plus de 100 kilomètres. Pourquoi ne le sens-tu pas? Parce que les distances sont si démesurées que même une vitesse folle, étalée sur elles, devient imperceptible. 110 km par seconde, c'est énorme à l'échelle humaine, mais rapporté à 2,5 millions d'années-lumière, c'est un pas de fourmi sur la traversée d'un océan. Il faudra des milliards d'années pour que ce pas cumulé nous mène à la rencontre. À l'échelle d'une vie, d'un siècle, de 1000 ans même, le rapprochement est si infime qu'aucun instrument ordinaire, aucun regard, ne saurait le déceler. Le ciel de tes lointains ancêtres et le ciel de tes lointains descendants seront, à s'y méprendre, le même ciel. Le mouvement existe, il est réel, il est colossal, mais il se déploie dans une lenteur telle qu'il se confond, pour nous, avec l'immobilité parfaite. Nous vivons à l'intérieur d'un ballet cosmique dont la mesure est si lente que nous le prenons pour un tableau figé. Il y a aussi une autre raison à cette absence de sensation, plus subtile encore. Tu ne sens pas le mouvement de ta galaxie parce que tu te déplaces avec elle. Le Soleil file à travers l'espace, entraîné dans la ronde de la Voie lactée, à des centaines de kilomètres par seconde, et la Terre file avec le Soleil, et toi avec la Terre. Nous sommes tous emportés ensemble, à des vitesses vertigineuses, à travers le grand vide. Mais parce que tout notre entourage se déplace de concert, parce qu'il n'y a autour de nous aucun point fixe auquel comparer notre course, nous n'éprouvons rien. C'est comme dans un navire qui glisse sans à-coups sur une mer calme, ou dans un train parfaitement régulier. Tant que le mouvement ne varie pas, tant qu'il n'y a ni secousse ni virage, on se croit immobile, et l'on pourrait poser un verre sur la table sans qu'une goutte tremble. La Terre est ce navire silencieux, ce vaisseau parfait qui nous porte à travers la galaxie sans que nous en ressentions la course. Nous voguons à des vitesses inouïes, et nous nous croyons posés, tranquilles, immobiles sur un sol qui ne bouge pas. Tu te demandes peut-être comment les astronomes osent parler avec tant d'assurance de choses qui se produiront dans des milliards d'années, d'un avenir si lointain que nul n'en verra jamais rien. La réponse tient dans la puissance des lois de la gravité et dans l'art du calcul. La gravité est une loi remarquablement fidèle, remarquablement régulière. Connaissant les masses des galaxies, leur position, leur vitesse, on peut, à l'aide de puissants ordinateurs, faire tourner l'horloge à l'envers ou à l'endroit, simuler le mouvement de milliards d'étoiles soumises à leur attraction mutuelle, et voir se dérouler, en accéléré, ce que la nature mettra des milliards d'années à accomplir. On lance ces simulations, on les répète, on les affine, et l'on voit les deux galaxies s'approcher, se déformer, se traverser, fusionner, exactement comme la gravité leur donne. Ce ne sont pas des devinettes, mais des calculs rigoureux, fondés sur des lois éprouvées 1000 fois.
Et si une part d'incertitude demeure, comme je te l'ai dit à propos du mouvement de côté d'Andromède, cette incertitude elle-même est mesurée, avouée, intégrée au calcul. La science ne prétend pas tout savoir. Elle dit, voici ce qui est le plus probable, voici la marge de doute, voici ce que nos observations les plus fines nous permettent d'affirmer. Et c'est dans cette honnêteté que réside sa force. Il faut d'ailleurs que tu saches combien cette découverte, celle qu'Andromède est une galaxie à part entière, est récente à l'échelle de l'histoire humaine, car elle éclaire notre propre place dans le cosmos. Pendant très longtemps, on ne savait pas ce qu'était cette petite tache pâle. On la rangeait parmi ce qu'on appelait les nébuleuses, ces objets flous dispersés dans le ciel, et l'on croyait qu'elle se trouvait à l'intérieur de notre propre Voie lactée, comme un nuage de gaz un peu plus lumineux que les autres. On pensait alors que notre galaxie était tout l'univers, que rien n'existait au-delà de ses bords, que ce grand disque d'étoiles constituait la totalité du réel. La question de savoir si ces taches floues étaient de petits objets proches, à l'intérieur de notre galaxie, ou bien d'autres galaxies immenses et lointaines, fit l'objet d'un long débat parmi les savants, un débat qui divisa les esprits pendant des années. Ce n'est que dans les années 1920 qu'un astronome du nom d'Edwin Hubble parvint à trancher la question, en mesurant la distance de cette tache d'Andromède. Il découvrit qu'elle se trouvait si loin, à une distance si prodigieuse, qu'elle ne pouvait en aucune façon appartenir à notre galaxie. Elle était au-delà, bien au-delà de ses bords, un monde à part, une autre cité d'étoiles perdues dans l'immensité. Ce fut l'une des révolutions les plus bouleversantes de toute la pensée humaine, comparable à celle qui, jadis, avait ôté la Terre du centre du monde. D'un coup, l'univers cessait de se réduire à notre seule Voie lactée. Il devenait un espace incommensurable, peuplé d'innombrables galaxies, chacune abritant ses centaines de milliards d'étoiles, dispersées à des distances qui défiaient l'entendement. Notre galaxie n'était qu'une île parmi d'autres, un continent stellaire parmi une multitude, flottant dans un océan sans rive. Songe à ce vertige, il y a à peine un siècle, on ignorait encore qu'il exista d'autres galaxies, et l'homme se croyait dans l'univers tout entier alors qu'il n'était que dans l'une de ces innombrables demeures. Cet astronome qui recula ainsi les frontières du monde fit une autre découverte, plus grande encore, qui allait éclairer le mouvement même des galaxies. En examinant la lumière de nombreuses galaxies lointaines, il constata que la plupart d'entre elles étaient décalées vers le rouge, c'est-à-dire qu'elles s'éloignaient de nous, et que plus une galaxie était lointaine, plus elle s'éloignait vite. C'est ainsi qu'on comprit que l'univers tout entier était en expansion, en dilatation, que l'espace lui-même s'étirait et emportait les galaxies les unes loin des autres. Et c'est sur ce fond d'univers qui s'écarte que se détache, comme une exception saisissante, le cas d'Andromède, qui, elle, ne s'éloigne pas mais s'approche. Le même savant qui découvrit l'écartement général du cosmos aurait pu s'étonner de voir sa grande voisine faire le chemin inverse. Andromède est une nageuse à contre-courant, une galaxie qui remonte le fleuve de l'expansion, tirée vers nous par la gravité, tandis que tout le reste s'éloigne. Cette exception n'est pas un caprice. Elle nous dit simplement que, dans notre petit voisinage, la gravité l'emporte, et que nous formons, Andromède et nous, un couple lié pour la vie, ou plutôt pour la mort et la fusion. Il y a, dans la façon dont on est parvenu à mesurer le mouvement de côté d'Andromède, une prouesse qui mérite qu'on s'y arrête, car elle donne la mesure de la patience et de la finesse des astronomes. Mesurer l'approche d'une galaxie, tu l'as vu, est relativement aisé, car le décalage des couleurs le révèle. Mais mesurer son glissement latéral, son déplacement de côté contre le fond du ciel, est d'une difficulté extrême. Il faut imaginer la lenteur de ce mouvement apparent. Andromède est si lointaine que, même en filant à travers l'espace, elle se déplace, vue de la Terre, d'une quantité si infime qu'elle échappe presque à toute mesure, comme une aiguille d'horloge trop lente pour qu'on la voie bouger. Pour saisir ce glissement, il a fallu photographier la galaxie avec des instruments d'une précision extraordinaire, puis attendre des années, et la photographier de nouveau, et comparer les images avec un soin infini, pour déceler le minuscule déplacement de ces étoiles par rapport aux galaxies encore plus lointaines qui servent de repères fixes. Ce fut l'une des mesures les plus délicates jamais tentées en astronomie, comparable à guetter, sur des années, le déplacement d'un cheveu posé à des kilomètres. Et c'est en affinant sans cesse cette mesure, en la reprenant avec des instruments toujours plus précis, que l'on est passé de la certitude ancienne d'une collision frontale à la nuance actuelle, plus prudente, plus ouverte au doute.
Mais pour bien comprendre ce qui attire ces deux galaxies l'une vers l'autre, il faut que je te révèle une chose que les étoiles seules ne laissent pas deviner, une chose invisible et pourtant décisive. Ce que tu vois d'une galaxie, ses étoiles, ses nuages lumineux, n'est en réalité qu'une petite partie de ce qu'elle est. Autour de chaque galaxie, et la traversant de part en part, s'étend un halo immense d'une matière que nous ne pouvons pas voir, une matière qui n'émet aucune lumière, qui ne brille pas, qui ne reflète rien, et que l'on nomme pour cette raison la matière noire. Nous ne la voyons pas, mais nous savons qu'elle est là, car nous sentons son poids, son attraction, l'effet de sa gravité sur le mouvement des étoiles. Les étoiles des galaxies tournent bien plus vite qu'elles ne le devraient si elles n'étaient tirées que par la matière visible. Il faut, pour rendre compte de leur onde, une masse invisible bien plus grande, répandue tout autour, comme un vaste manteau obscur qui envelopperait chaque galaxie. Et cette matière noire, on l'estime, représente la plus grande part de la masse d'une galaxie, bien davantage que toutes ces étoiles réunies. Comprends alors que la vraie rencontre, la vraie collision, ne commence pas quand les étoiles se croisent, mais bien avant, quand ces grands halos invisibles de matière noire, qui s'étendent bien au-delà des parties lumineuses, commencent à se toucher, à s'interpénétrer, à se mêler. Ces halos sont si vastes que ceux de la Voie lactée et d'Andromède sont peut-être déjà en train de se frôler, de s'effleurer, à travers le vide qui nous sépare encore. La collision, en un sens, aurait déjà commencé, non par les étoiles, mais par ces enveloppes obscures qui débordent largement les galaxies visibles. Et c'est en grande partie le poids de cette matière noire, sa gravité invisible, qui gouverne le rapprochement des deux galaxies, qui dicte leur danse, qui décidera de la manière dont elles se traverseront et fusionneront. Ce que nous voyons, les belles spirales d'étoiles, n'est que la partie lumineuse d'un phénomène bien plus vaste, dont l'essentiel se joue dans l'ombre, dans cette matière que nous ne savons ni voir ni toucher, mais dont nous mesurons la présence à son poids. Je te livre cela avec la prudence qui convient, car la nature exacte de cette matière noire demeure l'une des grandes énigmes de la physique, mais son existence, son influence gravitationnelle, sont solidement établies par une foule d'observations. Il y a encore, au cœur de cette rencontre, un acteur silencieux et colossal dont je dois te parler, car il rend l'histoire plus saisissante encore. Au centre de la plupart des grandes galaxies, y compris la nôtre et Andromède, se cache un objet d'une masse démesurée, un trou noir géant, un puits de gravité si intense que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Celui qui se tapit au cœur de notre Voie lactée pèse à lui seul autant que des millions de soleils, concentrés en une région relativement petite, et il règne en maître silencieux sur le centre de la galaxie, autour duquel tournent les étoiles les plus proches. Andromède, elle aussi, abrite en son cœur un tel monstre, plus massif encore, dit-on. Et quand les deux galaxies fusionneront, ces deux trous noirs géants, entraînés vers le centre commun de la galaxie nouvelle, se rapprocheront peu à peu l'un de l'autre, dans une lente spirale, tournoyant de plus en plus près, de plus en plus vite, jusqu'à finir par se rejoindre et se fondre en un seul trou noir plus massif encore. Cette fusion des deux trous noirs centraux, si elle se produit comme les modèles le suggèrent, s'accompagnera d'un phénomène d'une grandeur inouïe. Elle fera trembler l'espace lui-même. Car deux trous noirs qui tournoient l'un autour de l'autre et fusionnent secouent le tissu de l'espace et du temps, y créent des vagues, des ondulations qui se propagent au loin à la vitesse de la lumière, ce que les physiciens appellent des ondes gravitationnelles. Ce sont des frémissements de l'espace lui-même, des rides qui parcourent l'univers, et l'on a récemment appris à en détecter, sur Terre, l'écho ténu, provenant de fusions de trous noirs survenus dans des galaxies lointaines. La fusion des trous noirs de la Voie lactée et d'Andromède, dans son lointain avenir, émettrait de telles ondes, un grand cri silencieux dans la trame de l'espace, une secousse cosmique se répandant à travers le vide. Songe à cette pensée vertigineuse. Au terme du mariage de nos deux galaxies, en leur cœur même, deux abîmes de gravité se rejoindraient en un seul, et cet embrassement final ferait vibrer l'univers entier d'une onde imperceptible et pourtant réelle. Pour te donner une idée de ce à quoi ressemblera notre galaxie durant sa collision, il n'est pas besoin d'attendre des milliards d'années, car le ciel nous en offre déjà le spectacle, tout fait, dans ses profondeurs. En scrutant l'univers lointain, les astronomes ont découvert de nombreuses paires de galaxies saisies en pleine collision, figées par la distance dans une immobilité apparente, comme des photographies d'un instant arrêté. On y voit deux galaxies entremêlées, déformées, unies par des ponts de lumière,
tirant derrière elles de longues queues d'étoiles arrachées, semblables à des antennes déployées dans le vide. Ces galaxies en collision nous montrent, aujourd'hui, ce que deviendra notre Voie lactée demain. C'est l'un des dons les plus précieux de l'astronomie. Parce que l'univers est immense et peuplé d'innombrables galaxies à tous les stades de leur vie, nous pouvons voir, quelque part dans le ciel, chaque étape du destin qui attend la nôtre. Là une collision qui commence, là une fusion presque achevée, là une galaxie elliptique déjà formée, vestige d'un mariage ancien. Le ciel est un grand livre d'images où chaque page montre un moment de l'histoire que notre galaxie parcourra. Nous n'avons qu'à regarder pour lire notre avenir dans le présent des autres. Et quand tu regardes ces galaxies elliptiques déjà formées, celles qui ont achevé leur fusion il y a longtemps, tu contemples le visage de notre lointain avenir, celui de l'Actomède. Ce sont des galaxies calmes, apaisées, faites d'étoiles vieilles et rougeoyantes, sans plus guère de gaz pour engendrer des étoiles nouvelles. Car après le grand embrasement de naissance stellaire que déclenche la collision, quand les gaz se compriment et enfantent des soleils par multitude, il vient un temps où ce gaz s'épuise, se consume, se raréfie. Faute de matière première, la galaxie cesse peu à peu de fabriquer de nouvelles étoiles. Les jeunes soleils bleus, qui brillent d'un éclat vif mais brûlent leur vie en peu de temps, s'éteignent les uns après les autres, et il ne reste plus que les étoiles plus modestes, plus durables, plus rouges, qui vivent très longtemps d'une flamme douce. La galaxie prend alors une teinte rougeâtre, une lueur tranquille et âgée, et elle entre dans une longue vieillesse paisible, où plus rien de neuf ne s'allume. Ainsi finira notre Lactomède après l'effervescence de sa naissance. En une vaste galaxie elliptique au feu rougeoyant, tranquille et lente, promise à une immense et sereine vieillesse au sein d'un cosmos qui, autour d'elle, s'assombrira toujours davantage. Reprenons un instant la mesure du temps, car c'est peut-être la chose la plus difficile à embrasser dans toute cette histoire, et la plus riche à méditer. Ces durées dont je te parle, ces 4,5 milliards d'années jusqu'à la rencontre, ces milliards d'années encore pour la fusion complète, dépassent tellement l'échelle d'une vie qu'elles en deviennent presque abstraites, de simples mots. Alors cherchons une image. Imagine que toute l'histoire de l'univers, depuis son commencement il y a près de 14 milliards d'années, soit ramenée à une seule année, du 1er janvier au 31 décembre. À cette échelle, où toute l'histoire du cosmos tient en 12 mois, sais-tu quand sera apparu l'être humain? Non pas au printemps, ni même en automne, mais dans les toutes dernières minutes de la dernière heure du dernier jour de l'année, dans les ultimes instants du 31 décembre à minuit. Toute l'histoire humaine, toutes les civilisations, tous les empires, toutes les vies qui ont jamais été, tiendraient dans ces quelques dernières secondes. Et la collision avec Andromède, elle, se produirait bien après la fin de cette année-là, l'année suivante, dans un futur qui, à cette échelle, se compte encore en mois entiers. Voilà l'abîme de temps dont nous parlons, un abîme face auquel une vie humaine n'est même pas un battement de cils, pas même le passage d'une pensée. Il y a, dans cette disproportion vertigineuse, non pas une raison de se sentir écrasé, mais au contraire un motif d'émerveillement tranquille. Car songe à ceci, bien que ta vie soit si brève à côté de ces durées, bien que tu ne verras jamais de tes yeux la rencontre des deux galaxies, tu peux, cette nuit, la comprendre, la calculer, l'imaginer, la contempler par la pensée. L'être humain, cette créature d'un instant, est parvenu à mesurer la vitesse d'une galaxie lointaine, à peser sa masse, à prévoir sa trajectoire sur des milliards d'années, à deviner ce que deviendra le ciel bien après que toute vie terrestre se sera éteinte. N'est-ce pas là une chose prodigieuse? Une poussière consciente, vivant à peine quelques dizaines d'années, embrasse par l'esprit des durées de milliards d'années et des distances de millions d'années-lumière. Le temps qui nous est compté est infime, mais la portée de notre regard, elle, s'étend jusqu'aux confins du cosmos et jusqu'aux abîmes du futur. Il y a là une grandeur qui compense, et au-delà, la brièveté de notre existence. Reviens un instant sur cette idée, déjà effleurée, que regarder le ciel, c'est regarder le passé, car elle recèle une douceur particulière. La lumière, si rapide soit-elle, met du temps à voyager, et plus une chose est lointaine, plus sa lumière est ancienne quand elle nous parvient. Le soleil que tu vois n'est pas le soleil de cet instant, mais celui d'il y a quelques minutes, le temps que sa lumière franchisse la distance qui nous en sépare. Les étoiles que tu vois briller sont, pour certaines, telles qu'elles étaient il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Et Andromède, tu le sais maintenant, tu la vois telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années.
Le ciel n'est donc pas une image du présent, mais une superposition d'époques, un feuilletage de temps différents, où chaque astre te montre un âge distinct de son histoire. Lever les yeux vers le ciel, c'est plonger le regard dans un puits de temps, contempler d'un seul coup d'œil des instants séparés par des millions d'années. Il n'existe pas, dans toute l'expérience humaine, de fenêtre plus vaste sur le passé que le simple ciel nocturne, offert à qui veut bien le regarder. Il y a, dans cette histoire de collision à venir, une vérité plus large encore, qui la replace dans le grand ordre des choses. Cette rencontre entre notre galaxie et Andromède n'est pas un accident, une anomalie, un événement exceptionnel dans l'univers. C'est, au contraire, un phénomène tout à fait ordinaire à l'échelle du cosmos. Les galaxies se rencontrent, se traversent et fusionnent depuis l'aube des temps, et c'est même ainsi que les grandes galaxies se sont bâties. Elles ne sont pas nées grandes. Elles ont grandi en dévorant, en absorbant, en fusionnant avec de plus petites galaxies, au fil de milliards d'années. Notre propre Voie lactée est elle-même le fruit de telles rencontres passées. Elle a, au cours de sa longue histoire, englouti plusieurs petites galaxies naines qui erraient dans son voisinage, les a déchirées par sa gravité, en a dispersé les étoiles dans son propre disque. Il subsiste, dans notre galaxie, des courants d'étoiles, des traînées, qui sont les restes de ces festins anciens, les cicatrices de collisions oubliées. Notre galaxie est un patchwork, une mosaïque assemblée par des milliards d'années de fusion. Comprends alors que la collision à venir avec Andromède n'est que le prochain chapitre d'une très longue histoire, la continuation d'un processus qui a façonné le cosmos depuis toujours. Les galaxies naissent petites, se rencontrent, se mêlent, grandissent encore et encore. Le grand jeu de l'univers, à cette échelle, est un jeu de rassemblement, où les structures se rejoignent et se fondent pour former des ensembles toujours plus vastes. Notre Voie lactée et Andromède ne font que suivre cette pente universelle, cette tendance ancienne à s'unir. Et de leur union naîtra une galaxie plus grande, comme tant d'autres avant elle. Il y a là une forme de continuité, presque de parenté, entre ce qui fut et ce qui sera. Le cosmos ne cesse de se remodeler, de se recomposer, de bâtir du plus grand à partir du plus petit, dans une lente et patiente construction qui n'a ni début visible ni fin annoncée. Et si l'on suit ce fil jusqu'à ses conséquences les plus lointaines, on aboutit à des perspectives d'une immensité qui donne le vertige. Notre Voie lactée et Andromède ne sont pas seules dans leur voisinage. Elles appartiennent à un petit rassemblement de galaxies, liées par la gravité, que les astronomes appellent le groupe local. Il y a là, outre nos deux géantes, une troisième galaxie de bonne taille, celle qu'on nomme la galaxie du Triangle, et puis des dizaines de galaxies naines, satellites plus petits qui gravitent autour des grandes. Tout ce petit archipel de galaxies est uni par la gravité, comme une famille voguant ensemble à travers le vide, tandis que le reste de l'univers s'éloigne au loin, emporté par l'expansion. Or l'on pense que, sur des durées encore plus vastes, tout ce groupe local finira, lui aussi, par se rassembler en une seule galaxie géante, fruit ultime de la fusion de toutes ses membres. Andromède et la Voie lactée d'abord, puis peu à peu les autres, se rejoindraient en un seul grand ensemble, une île unique d'étoiles dans un océan de vide toujours plus noir. Car au-delà de notre petite famille de galaxies, l'univers, lui, ne cesse de s'étendre, et cette expansion écarte de nous toutes les galaxies lointaines, les emportant, avec le temps, hors de portée de notre regard. Dans un futur inconcevablement éloigné, les astronomes de cette galaxie unifiée, s'il en existe, ne verraient plus autour d'eux que le vide et l'obscurité, toutes les autres galaxies ayant fui trop loin pour être vues. Ils vivraient sur une île de lumière solitaire, cernée d'une nuit sans fin, ignorant peut-être jusqu'à l'existence des milliards d'autres galaxies qui auraient disparu de leur ciel. Je te livre ces images lointaines avec la prudence qui convient, car elles reposent sur des lois que nous croyons comprendre mais dont l'application à des durées si prodigieuses garde sa part de mystère. Elles ne sont pas des certitudes, mais des projections, des prolongements de ce que nous savons. Elles n'en dessinent pas moins une fresque d'une grandeur solennelle, un cosmos qui rassemble ses proches et disperse ses lointains, une lente séparation des grandes îles de lumière au sein d'un vide qui s'agrandit sans cesse. Pour mesurer combien nous sommes emportés, sans le sentir, dans cette lente mécanique céleste, songe un instant à notre propre place dans la Voie lactée et au mouvement qui nous y entraîne déjà. Notre Soleil ne se tient pas au centre de la galaxie, mais loin de lui, dans une région périphérique,
à l'intérieur de l'un des bras de la spirale, à une distance d'environ 25 à 30 000 années-lumière du cœur. Et là, il ne demeure pas immobile. Il tourne autour du centre galactique, entraîné dans la grande ronde, à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Mais la galaxie est si vaste que, malgré cette course folle, il faut au Soleil un temps prodigieux pour en accomplir un seul tour complet, environ 230 millions d'années. On appelle parfois cette durée une année galactique, le temps que met le Soleil à parcourir une fois son orbite autour du cœur de la Voie lactée. Prends la mesure de cette lenteur immense. Une seule année galactique dure plus de 200 millions d'années. Cela signifie que, depuis sa naissance il y a 4 milliards et demi d'années, le Soleil n'a fait qu'une vingtaine de tours autour du centre de la galaxie. 20 tours, en toute sa longue existence. Lors de son dernier passage à peu près à l'endroit du ciel où il se trouve aujourd'hui, les grands reptiles régnaient sur la Terre, et les continents avaient une toute autre allure. Une année galactique plus tôt encore, la vie sortait à peine des océans. Voilà à quel rythme majestueux nous tournons dans notre galaxie. Un tour tous les 200 millions d'années, et pourtant, là encore, nous ne sentons rien de cette ronde vertigineuse. Nous filons autour du cœur galactique à des centaines de kilomètres par seconde, et le ciel nous paraît immobile, les figures des constellations semblent immuables, alors qu'elles se déforment sans cesse, sur des durées trop longues pour qu'un regard humain les surprenne. Il y a quelque chose d'étrange et de touchant dans notre condition d'observateur pris à l'intérieur de la galaxie que nous cherchons à comprendre. Nous ne pouvons pas sortir de la Voie lactée pour la contempler du dehors, comme on prend du recul pour regarder un tableau. Nous sommes plongés en elle, noyés parmi ses étoiles, et tout ce que nous savons de sa forme, de sa grande spirale, de son disque et de ses bras, nous avons dû le déduire, patiemment, de l'intérieur, en observant la répartition des étoiles autour de nous et le mouvement des astres. C'est comme si, du fond d'une immense forêt, tu devais deviner la forme du bois tout entier sans jamais pouvoir t'élever au-dessus des arbres. Cette galaxie qui nous porte, nous ne l'avons jamais vue en entier de l'extérieur, et nous ne la verrons jamais ainsi. Nous la connaissons par le dedans, par l'effort de la pensée, en assemblant 1000 indices épars. Et pourtant, de cette position enfouie, nous sommes parvenus à dresser la carte de notre demeure et à prévoir son destin, sa rencontre lointaine avec Andromède. Il y a là une belle image de ce qu'est la connaissance humaine. Deviner l'immense depuis le dedans, reconstruire le tout à partir des fragments qu'on en perçoit. Reviens encore un moment sur le sort des étoiles pendant la grande rencontre, car il y a là une nuance qui mérite d'être dite, pour rester fidèle à la vérité. J'ai affirmé qu'aucune étoile, très probablement, n'heurterait aucune autre, tant le vide entre elles est immense, et cela demeure vrai. Mais il se pourrait tout de même que, dans le grand brassage de la fusion, certaines étoiles passent, l'espace d'un moment, un peu plus près les unes des autres qu'elles ne le font aujourd'hui dans le calme de nos parages. De telles rencontres, sans être des collisions, pourraient perturber, ici ou là, les cortèges de comètes glacées qui entourent certaines étoiles, ou modifier quelque peu les trajectoires. Rien de cela n'aurait la violence d'un choc, rien ne ressemblerait à une catastrophe soudaine. Ce ne serait que d'infimes remaniements, étalés sur des durées immenses, au sein d'un vide qui resterait, malgré tout, prodigieusement désert. Je te le dis pour l'exactitude, mais sans que cela retire rien à l'image essentielle. Celle de deux galaxies qui se traversent comme deux nuées, presque sans se toucher, dans une paix qui contredit la grandeur de l'événement. Et pense à la beauté du ciel que verrait, si un tel être existait, un observateur placé au plus fort de la fusion, quand les deux galaxies seraient étroitement mêlées. Autour de lui, dans toutes les directions, le firmament serait d'une richesse inouïe, débordant d'étoiles neuves fraîchement allumées, parsemé des grandes traînées lumineuses arrachées aux deux galaxies, traversé des bras entremêlés de ce qui fut deux spirales et n'est plus qu'un seul brassage de lumière. Les nuits de ce monde lointain seraient éclairées comme jamais les nôtres ne le sont, baignées d'une clarté stellaire d'une abondance folle, une splendeur que nul œil humain ne contemplera jamais depuis la Terre. Puis, à mesure que les âges passeraient, cette effervescence s'apaiserait, les jeunes étoiles vives s'éteindraient, le gaz s'épuiserait, et le ciel se ferait plus calme, plus rouge, plus tranquille, jusqu'à n'être plus que la douce lueur diffuse d'une vieille galaxie elliptique au repos. Toute une histoire du ciel, du flamboiement de la jeunesse à la sérénité de l'âge, se déroulerait ainsi, sur des milliards d'années, pour qui aurait la patience et la longévité de la suivre. Reviens, à présent, de ces confins vertigineux,
et repose ton esprit sur l'instant présent, sur cette petite tache pâle dans le ciel de cette nuit. Car voilà ce qui est peut-être le plus émouvant dans toute cette histoire. Tout ce que nous avons parcouru, cette course d'Andromède vers nous, cette collision à venir, cette fusion en une galaxie elliptique, ce remodelage des cieux sur des milliards d'années, tout cela est déjà en cours, déjà écrit dans le mouvement des astres, déjà inscrit dans la lente approche que rien n'arrête. À l'instant même où tu reposes, tranquille, sous ton toit, la grande galaxie voisine glisse vers la nôtre, et nous vers elle, sans repos, sans bruit, sans que rien en paraisse. Le destin lointain de notre galaxie se joue déjà, à chaque seconde, dans ce rapprochement imperceptible. Ce que tu ne sens pas, ce que tu ne peux pas sentir, est pourtant l'une des plus grandes histoires que le cosmos soit en train d'écrire, une histoire dont tu es, malgré tout, un personnage minuscule et paisible, emporté avec toute ta galaxie dans cette longue dérive vers Andromède. Il y a, dans cette pensée, quelque chose qui apaise plutôt qu'il n'inquiète, si l'on sait bien la regarder. Nous vivons dans un instant si bref, une vie humaine si courte à côté de ces durées de milliards d'années, que toute cette immense collision, tout ce fracas de galaxies, se déroule pour nous dans une immobilité parfaite, dans un calme absolu. Nous naissons, nous vivons, nous nous éteignons, et pendant tout ce temps le ciel demeure, à nos yeux, le même ciel tranquille, la même petite tache pâle à la même place. La grande course cosmique ne trouble en rien la paix de nos nuits. Elle est trop lente pour nous atteindre, trop vaste pour nous bousculer. Nous pouvons contempler Andromède avec sérénité, sachant qu'elle vient vers nous, mais qu'elle mettra à nous rejoindre plus de temps qu'il n'en a fallu pour que la vie apparaisse et se déploie sur la Terre entière. Il n'y a là aucune menace pour toi, aucune ombre sur ton sommeil, seulement la beauté tranquille d'un mouvement trop grand et trop lent pour être ressenti. Il y a, dans cette rencontre annoncée de deux galaxies, une leçon de patience que la nature nous offre et qui apaise l'agitation de nos vies pressées. Nous vivons dans la précipitation, comptant nos heures, mesurant nos jours, courant après des échéances qui nous semblent urgentes. Et voici que le cosmos, lui, prend son temps, un temps sans mesure, pour accomplir ses plus grandes œuvres. Il faut des milliards d'années pour que deux galaxies se rejoignent, des milliards d'années encore pour qu'elles se fondent en une seule, et le cosmos ne s'impatiente pas, ne se hâte pas, ne connaît ni retard ni empressement. Tout, à cette échelle, se déploie avec une lenteur souveraine, une ampleur de temps qui donne le vertige mais aussi une étrange sérénité. Il y a quelque chose de reposant à songer que les plus grandes transformations de l'univers se font ainsi, sans bruit et sans urgence, dans une patience qui dépasse toute imagination. Face à cette lenteur cosmique, nos propres hâtes s'allègent, nos urgences perdent de leur poids, et l'on se prend à respirer au rythme plus vaste des étoiles, qui ont, elles, tout le temps du monde. Songe, avant de laisser tes pensées se dénouer, à la place étrange et précieuse que tu occupes dans cette fresque. Tu es un être dont la vie tient en quelques dizaines d'années, posé sur une planète qui tourne autour d'une étoile ordinaire, elle-même perdue parmi des centaines de milliards d'autres dans un bras de la Voie lactée. Et cette galaxie tout entière, ta demeure, glisse à travers le vide vers une rencontre qui la transformera à jamais, dans un avenir si lointain que ton esprit ne peut le contenir. Tu es un instant figé dans un ballet de milliards d'années, une note tenue une fraction de seconde dans une symphonie qui joue depuis l'aube du temps et jouera longtemps après toi. Et pourtant, cette note infime, cette conscience brève que tu es, a le pouvoir merveilleux de contempler l'ensemble, de deviner la danse, de comprendre le mouvement qu'elle ne peut sentir. Depuis ta petite fenêtre dans le temps, tu peux embrasser par la pensée ce qui fut avant toi et ce qui sera après, la longue histoire de deux galaxies qui se cherchent à travers le vide. Alors, cette nuit, quand tu penseras à cette petite tache pâle suspendue dans le ciel, celle qui vient vers nous sans que nul ne le sente, laisse-la t'inspirer non de l'inquiétude, mais une paix profonde et un émerveillement tranquille. Elle est là depuis toujours pour ton regard, elle sera là pour le regard de tes descendants les plus lointains, presque inchangés, presque immobiles, et pourtant en marche vers nous, patiemment, à travers des océans de vide et des abîmes de temps. Il n'y a, dans cette longue approche, ni hâte ni violence, seulement la lente fidélité de la gravité qui rapproche ce qu'elle a lié. Notre galaxie et sa voisine sont comme deux vieux compagnons qui, à travers l'immensité, se dirigent l'un vers l'autre depuis des milliards d'années, et qui mettront encore des milliards d'années à se rejoindre. Et toi, cette nuit, tu peux te reposer au creux de ta galaxie en marche,
porté par elle comme une feuille sur un fleuve trop large pour qu'on en voie le courant, sachant que rien ne presse, que tout se déploie dans une lenteur infinie, et que le grand mouvement du ciel, si prodigieux soit-il, veille sur ton repos sans jamais le troubler. Repose-toi donc dans cette immensité tranquille, sans crainte et sans hâte. Le ciel au-dessus de toi n'est pas figé, mais vivant, animé d'un mouvement si vaste et si lent qu'il ressemble à l'éternité même. Andromède s'approche, notre galaxie l'attend, et dans des milliards d'années elles ne feront plus qu'une, dans un embrasement d'étoiles nouvelles et une lente danse de gravité. Mais cette nuit, tout cela n'est qu'une pensée douce, une histoire du temps profond que tu peux emporter avec toi vers le sommeil. Tu vis dans un instant paisible du cosmos, sous un ciel qui te paraît immobile et qui pourtant chemine, dans une galaxie qui te porte à travers le vide vers un avenir que tu ne verras pas, mais que tu as, cette nuit, appris à contempler. Et il y a, dans ce savoir, une forme de sérénité, celle de comprendre sa place minuscule et précieuse au sein d'un univers immense et patient, qui prend tout son temps pour accomplir ses plus grandes œuvres. Laisse cette pensée te porter comme le fleuve porte la feuille, sans effort et sans crainte, tandis que la nuit s'étend autour de toi et que le ciel, au-dessus du toit, poursuit en silence sa course infinie. Rien ne presse, rien ne menace, rien ne trouble le repos qui vient. Il n'y a que l'immense mécanique douce des étoiles, qui tourne depuis toujours et tournera longtemps après cette nuit, veillant sur ton sommeil comme elle veille sur le lent voyage d'Andromède vers nous. Bonne nuit. Nom étranger. Andromède, Voie lactée, Lactomède, Milcoméda, Gaïa, effet Doppler, galaxie du triangle, groupe local.